Aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle, le libre arbitre n'existe pas. Attachez vos ceintures, cette vidéo risque de vous retourner le cerveau. On va parler de l'expérience la plus troublante de la neuroscience et des conséquences de la mécanique quantique sur nos choix. Certains philosophes l'avaient anticipé et c'est confirmé par la science moderne, les choix que vous faites ne vous appartiennent pas. Vous avez l'impression de choisir, mais c'est une illusion. On pourrait se dire que c'est une pensée dangereuse, mais je vais vous dire pourquoi en fait c'est une très bonne nouvelle. Si vous êtes libre de choisir, est-ce que votre chat l'est également? Et qu'en est-il des fourmis et des organismes unicellulaires? Où est la frontière? Si je décide d'agir, que désigne le mot je dans cette phrase? Est-ce que c'est ma conscience? Dans ce cas-là, pourquoi la fameuse expérience de Benjamin Libet montre que la décision est prise dans le cerveau avant qu'on en ait conscience? Que disent la théorie du chaos et la mécanique quantique sur le sujet? Beaucoup de questions que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui. Cette vidéo est sponsorisée par Novium. La gravité et le champ magnétique, ce sont des thèmes récurrents sur cette chaîne. Et bien justement, Novium propose une gamme de stylos Overpen qui défie la gravité grâce à un champ magnétique. Mon préféré, c'est celui-là, l'Overpen Interstellar. Grâce au champ magnétique, il est maintenu à un angle de 23,5 degrés, le même angle que l'axe de rotation de la Terre. Si vous cherchez un cadeau original, vous l'avez devant vous. Sur un bureau, ça attire tout de suite le regard, ça donne une touche futuriste. Ce que j'adore, c'est qu'il soit en suspension, il y a juste à le sortir du champ magnétique pour pouvoir l'utiliser, et ça c'est vraiment cool. Et en plus de l'innovation technologique, j'aime beaucoup la prise en main. On sent que c'est du solide et le stylo glisse vraiment bien sur le papier. L'Overpen Interstellar est disponible en différents coloris, Space Black, Mars Magma, Neptune Blue, et Novium propose d'autres stylos de prestige, notamment la version Premium Or 18 carats, la version avec un véritable éclat de météorite certifié, et l'Overpen Future 2 en 1, plume et roller, lui aussi disponible en différents coloris et éditions premium. Si vous cherchez un cadeau haut de gamme et innovant, les stylos Overpen sont parfaits pour ça. Si vous voulez jeter un œil sur la gamme proposée, passez par le lien que j'ai mis en description. Comme ça, avec le code LIVRE, vous aurez 20% de réduction, c'est valable 48 heures. Et ensuite, il y a une réduction plus faible qui reste disponible. Merci à Novium de soutenir la chaîne et retour à la vidéo. Ce matin, j'ai ouvert mon placard pour prendre un verre et boire un peu d'eau, et j'avais le choix entre un grand verre et un petit verre. J'ai choisi le grand verre, a priori j'étais libre, sauf que le matin, je sais qu'il faut bien s'hydrater, donc les conséquences de mon acte m'ont peut-être guidé. Peut-être que je n'étais pas si libre que ça. Pour éviter ce problème, voilà ce que je vais faire. Je vais lever soit la main droite, soit la main gauche. Je vais réfléchir avant d'agir, je vais bouger de manière consciente. Et c'est un choix qui n'a aucune conséquence, donc on ne pourra pas me dire que j'ai levé la main dans l'idée d'obtenir quoi que ce soit. C'est parti, je vide mon esprit, je m'apprête à faire un choix conscient, lever la main droite ou la main gauche. Allez, je me lance. Non, allez, on fait ça sérieusement. J'imagine vraiment la possibilité de lever soit l'une, soit l'autre. Je me recentre. Ok, j'ai choisi de lever la main droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pris cette décision? À mon avis, il y a 3 possibilités. Soit ça s'est fait de manière purement aléatoire, soit la décision est rattachée à une conséquence attendue, donc elle est rattachée au futur, soit elle est rattachée au passé, il y a un ensemble d'éléments dans le passé qui causent cette décision. Ça peut aussi être un mélange des 3. Dans le premier cas, si c'est aléatoire, c'est pas moi qui décide, le libre arbitre n'intervient pas. Je mets ça de côté, on en reparlera quand on évoquera la mécanique quantique. Dans le deuxième cas, la décision est prise dans le but d'obtenir quelque chose. C'est l'exemple du verre d'eau, mon but c'est de bien m'hydrater et ce but a guidé mon choix. Là, si je vous mets dans la même situation, vous pourriez me dire, oui juste pour t'embêter, je vais te montrer que j'ai le choix et je vais prendre le petit verre. Mais du coup, pourquoi vous avez pris le petit verre? Dans le but de me montrer quelque chose, de me faire changer d'avis. Encore une fois, votre choix a été guidé par un but. Quand il y a un but à suivre, on ne sait jamais si on est vraiment libre. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du lever de main. C'est un acte gratuit, il n'y a pas de conséquences attendues. Donc il reste le troisième cas, quand la décision dépend du passé. Et la question est la suivante, est-ce que cette dépendance est contrainte de manière absolue? Est-ce que je prends une décision en toute conscience à partir de mon environnement et des verres d'eau que j'ai déjà bu? Donc il y a une influence du passé mais j'ai quand même le choix. Ou est-ce que l'état de mon cerveau à un instant T
détermine de manière unique l'état de mon cerveau juste après, au moment du choix. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. L'état d'un objet à un instant T et son environnement déterminent de manière unique l'état de l'objet à l'instant suivant. Si ce que je fais aujourd'hui est totalement déterminé par mon passé, alors je n'ai aucune liberté. Dans les années 80, Benjamin Libet réalise une expérience qui va faire beaucoup de bruit. Il demande aux participants de faire un mouvement simple, par exemple fléchir le poignet ou appuyer sur un bouton. Il observe l'activité électrique de leur cerveau avec un électroencéphalogramme et il constate que l'activité du cerveau démarre avant le mouvement. Jusque-là tout va bien, c'est normal qu'il y ait un délai, le temps que le cerveau commande les muscles. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est qu'il demande aux participants de regarder un marqueur qui tourne en cercle et de noter la position de ce marqueur au moment où il décide de bouger le poignet. En synchronisant le marqueur avec l'électroencéphalogramme, Benjamin Libet est capable de distinguer 3 choses. L'activité du cerveau, le moment où le participant prend sa décision consciente et le moment où le poignet bouge. Ça, c'est la courbe du signal électrique mesuré dans le cerveau. Ici, c'est la détection du mouvement et là, le moment de la décision consciente. Donc la décision arrive avant le mouvement, ok, mais ce qui est très surprenant, c'est qu'on voit le signal électrique commencer à monter bien avant l'instant de décision. Il y a environ 300 millisecondes d'écart entre les deux, il se passe quelque chose dans le cerveau qui va mener au mouvement, et la prise de conscience de la décision arrive 300 millisecondes après. Et 300 millisecondes pour les signaux électriques, c'est beaucoup. D'ailleurs, l'expérience a été refaite et on a même vu dans certains cas le signal démarrer plusieurs secondes avant la prise de décision. Donc si dans la phrase « je bouge le poignet », le mot « je » désigne la conscience, eh bien ce n'est pas la conscience qui décide de bouger. Ce n'est pas vous qui décidez, il y a quelque chose qui s'agite dans le cerveau avant la prise de décision. C'est comme si la conscience était juste là pour constater que le corps va bientôt se mettre en mouvement. Pour nuancer, Benjamin Libet a constaté qu'il était toujours possible de bloquer le mouvement au dernier moment. Mais concernant l'initiation du mouvement, ça se joue de manière inconsciente. Donc si vous vous identifiez à votre conscience, ce n'est pas vous qui décidez d'agir. Est-ce que vous connaissez Jack London? C'est l'auteur de Cro-Blanc et de L'Appel de la forêt, 2 excellents romans. Il a aussi écrit des nouvelles et il y en a une qui s'appelle Loup brun. C'est l'histoire d'un chien qui a l'apparence d'un loup et qui est perdu et recueilli par un couple en Californie. Il passe plusieurs années à s'occuper de lui et un jour, l'ancien maître revient. Il est très content d'avoir retrouvé son chien et après avoir discuté un peu, il dit au couple qu'il va repartir avec Loup brun. Le souci, c'est que la femme est très attachée au chien et elle essaye de convaincre l'ancien maître de leur laisser. Après avoir réfléchi, l'ancien maître répond « Voilà ce que je propose. Vos remarques, madame, ont du poids. Le chien a travaillé dur et peut-être a-t-il gagné un bon gîte et le droit de choisir. Quoi qu'il en soit, laissons-le décider. Quoi qu'il dise, on s'y tient. Vous restez assis ici. Je vais lui dire adieu et m'en aller, l'air de rien. S'il veut rester, qu'il reste. S'il veut venir avec moi, qu'il vienne. Je ne l'appellerai pas, et vous ne l'appellerez pas non plus pour le faire revenir. » Voilà, je vous raconte pas la fin. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on suppose que le chien est capable de choisir. Mais alors si un chien a du libre arbitre, un poisson en a également, un organisme unicellulaire aussi, chacune de vos cellules a-t-elle un libre arbitre? Est-ce que les molécules ont un libre arbitre? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une molécule n'a pas le choix, elle n'a pas de libre arbitre. Elle obéit à des lois physiques basées sur la mécanique quantique, et on va en reparler un peu après, ces lois, elles sont soit déterministes, soit aléatoires. Si c'est déterministe, tout est écrit, il n'y a pas de choix possible. Et si c'est aléatoire, les choses arrivent par hasard, il n'y a pas de choix non plus. Donc au niveau microscopique, la physique nous dit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Si le libre arbitre existe,
La seule possibilité, c'est qu'il émerge progressivement en dézoomant à mesure que l'organisme devient de plus en plus complexe. Et en physique, on connaît des concepts qui émergent en dézoomant. Le plus connu, c'est la température. Si je m'intéresse à ce verre d'eau, on définit la température de l'eau en faisant une moyenne sur les vitesses des molécules. La température d'une seule molécule, ça n'a aucun sens. Le concept de température ne prend son sens qu'en dézoomant uniquement en considérant un grand nombre d'objets. C'est comme aux échecs avec la barre d'évaluation, elle est calculée à partir de l'occupation du centre, de la mobilité des pièces. Si je regarde une seule pièce, parler d'évaluation, ça n'a pas trop de sens. Le concept n'apparaît que quand je dézoome. C'est pareil pour la température, et peut-être que c'est pareil pour le libre arbitre. Est-ce que l'évaluation existe, ou est-ce que c'est nous qui rajoutons cette information pour résumer la disposition des pièces sur l'échiquier? Que vous pensiez que l'évaluation existe ou non, ça ne vous empêche pas de jouer aux échecs. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez remplacer le mot évaluation par libre arbitre. Est-ce que nos comportements découlent des lois microscopiques? La mécanique quantique détermine le mouvement des atomes. Le mouvement des atomes détermine celui des molécules, puis des cellules, des organes et finalement des êtres vivants. C'est ce qu'on appelle le réductionnisme. Dans ce courant de pensée qui est au cœur de la science moderne, le comportement des atomes détermine le comportement des êtres vivants. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous allez prédire le comportement de votre chien grâce à l'équation de Schrödinger. Il faut faire la distinction entre deux adjectifs, déterminé et déterminable. Peut-être que le passé détermine le futur de manière unique, mais qu'il est impossible de calculer et de prédire ce qui va se passer. L'avenir est déterminé, mais pas déterminable. C'est d'ailleurs ce que semble indiquer la théorie du chaos. Dans les systèmes complexes, par exemple l'atmosphère terrestre, on peut prédire la météo du lendemain, mais jamais le temps qu'il fera dans 6 mois, parce que le moindre écart de pression, le moindre battement d'aile de papillon a des répercussions énormes sur le long terme. À cause des phénomènes chaotiques, même si le système est déterministe, on ne peut pas connaître l'avenir. Et en plus de ça, la mécanique quantique suggère que certains phénomènes sont purement aléatoires, donc faire des prédictions exactes, il faut oublier. Alors si on veut être précis, il y a plusieurs interprétations de la mécanique quantique. Je vais prendre 4 exemples. L'interprétation de Copenhague, qui est la plus répandue, l'onde pilote, les multimondes et le superdéterminisme. On va voir ce qu'elles disent les unes les autres sur le libre arbitre. Dans tous les cas, on représente le système physique grâce à un objet mathématique qu'on appelle la fonction d'onde. Et l'équation de Schrödinger décrit l'évolution de cette fonction d'onde. Cette évolution est totalement déterministe. L'état du système à un instant t détermine de manière unique l'état du système juste après. Là où les choses se corsent, c'est au moment de la mesure. Dans l'interprétation de Copenhague, la mesure est fondamentalement aléatoire. Si vous voulez mesurer la position d'une particule, la fonction d'onde vous dit que la particule a plus de chances d'être mesurée ici ou là. Et quand la mesure se fait, le résultat tombe aléatoirement sur une position donnée. Donc l'équation de Schrödinger est totalement déterministe, donc pas de libre arbitre, et la mesure est aléatoire, donc pas de libre arbitre non plus. Il n'y a pas de libre arbitre au niveau microscopique. Dans la théorie de l'onde pilote, la fonction décrit une onde qui guide la particule plutôt ici ou plutôt là. La particule a toujours une position et le système est entièrement déterministe, toujours pas de libre arbitre. Dans la théorie des multimondes, à chaque mesure, l'univers se sépare en plusieurs univers parallèles et dans chacun de ces univers, la mesure a donné un résultat différent. Il y a un univers dans lequel vous avez mesuré la particule à droite et un univers dans lequel vous avez mesuré la particule à gauche. Vous ne pouvez donc jamais dire « j'aurais pu faire un choix différent ». Toutes les possibilités sont réalisées, vous n'avez pas la liberté d'en choisir une. Et enfin, dans le superdéterminisme, c'est encore pire, rien n'est aléatoire, tout est déterminé depuis le Big Bang
y compris les expériences que vous allez faire pour savoir si le libre arbitre existe. Bref, le déterminisme est au cœur de la mécanique quantique. Et si certaines interprétations rajoutent de l'aléatoire, c'est pas ça qui vient sauver le libre arbitre. On entend souvent l'argument que le libre arbitre doit exister, sinon on a un problème de justice et de morale. Cet argument, pour moi, il tient pas, déjà parce qu'on ne met pas la morale avant la vérité. Il faut d'abord s'assurer d'avoir une compréhension solide de notre nature avant de construire une morale, sinon c'est un château de cartes. Et ensuite, même si les criminels n'ont pas le choix de leurs actes, ça n'en fait pas des innocents et ça n'empêche pas de les envoyer en prison. D'ailleurs, quand le crime est fait sous l'emprise de l'alcool, le criminel a moins de contrôle sur ce qu'il a fait, c'est pas ça qui réduit la peine. Et l'autre objection qu'on entend souvent, c'est que si le libre arbitre n'existe pas, alors à quoi bon faire quoi que ce soit? À quoi bon faire semblant de prendre des décisions? Si on se rend compte que tout est déterminé, ça va nous mener au fatalisme et on va rester toute la journée dans notre lit à attendre que le temps passe. Je pense que c'est précisément l'inverse. Personnellement, je ne crois pas au libre arbitre, ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Et je dirais même que le fait de savoir qu'il y a un chemin tout tracé, c'est très motivant, j'ai envie d'accomplir mon destin. Et l'avantage, c'est que si mon avenir est déterminé, pourquoi stresser? Donc quand on me demande pourquoi je joue le jeu, pourquoi je donne l'impression de choisir mes actions, alors que je pense que le libre arbitre n'existe pas, je réponds que j'accomplis mon destin. Même si vous n'avez pas le choix de vos actes, ils reflètent quand même qui vous êtes, et donc vos actes ont de la valeur. L'absence de libre arbitre ne change en fait pas grand-chose à l'expérience que nous faisons du monde. Il y a plein de choses qui continuent d'exister, l'amour, l'amitié, la beauté. L'absence de liberté, ça n'empêche pas de construire, de créer et d'accomplir son destin. Vous avez le choix, après cette vidéo, de continuer ou non à croire au libre arbitre. Peut-être que ce n'est qu'une illusion, peut-être que tout est déterminé et que le choix n'existe que dans notre tête. Mais comme disait un vieil homme plein de sagesse, bien sûr que ça se passe dans ta tête, mais pourquoi faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel? Voilà, c'était un résumé de ce qui me fait penser que le libre arbitre n'existe pas. Peut-être que je changerai d'avis sur la question, j'attends vos arguments les plus convaincants. Si vous voulez faire le choix de soutenir Livre et Science, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu ou ne pas le faire, vous êtes libre. Et si vous pensez être destiné à regarder d'autres vidéos de la chaîne, voici quelques suggestions. Encore merci à Novium d'avoir soutenu cet épisode. Donc si vous voulez la réduction de 20%, vous pouvez passer par le lien que j'ai mis en description. Allez, prenez soin de vous, construisez l'avenir et soyez déterminés.